J ait trouvé la caméra posée sur l'étagère du couloir, dans son carton encore fermé, le matin où tout a commencé à changer. Pas le matin où J ait compris. Le matin où J ait décidé de ne plus ignorer ce que ma propre fille me demandait de voir. Cette histoire N est pas un reportage. Ce N est pas un fait divers confirmé par une enquête officielle. C est une histoire inspirée de situations que des familles vivent en silence, derrière des portes fermées et des tables bien mises. Je la raconte parce que parfois une histoire aide à reconnaître un signe avant que la vie nous l'apprenne trop durement. Les noms et les lieux font partie du récit. Mais les sentiments derrière cette histoire, beaucoup de femmes les reconnaîtront. Je m'appelle Marthe Roussel. J ai 78 ans. Je vis à Saint-Malo, dans un appartement ancien au 7e numéro de la rue du Pélicot, avec des fenêtres hautes qui grincent quand le vent de mer change de direction. En hiver, ce grincement fait partie du silence. Il m'a longtemps tenu compagnie. Je croyais que le bruit le plus triste de cette maison était celui des vagues qui frappaient loin pendant la nuit. Je me trompais. Le bruit le plus triste était ma fille adulte qui fermait la porte de sa chambre comme quelqu'un qui ferme la dernière partie de lui-même. Je vais vous raconter comment J ai mis des semaines à comprendre ce que cette porte voulait dire. Comment J ai confondu la prudence de ma fille avec la fragilité. Comment J ai pris la demande D, une femme adulte pour le caprice D, une enfant fatiguée. Et comment une caméra, posée discrètement sur une étagère, a tout changé en une seule nuit. Avant d'aller plus loin, J ai besoin de reprendre mon souffle. Ce genre D, histoire N, est pas facile à raconter, même quand on la raconte pour aider quelqu'un. Si vous êtes encore avec moi, me feriez-vous une gentillesse? Dites-moi D, où vous regardez. Quelle ville? Quelle région? Et quelle heure il est chez vous? J aime savoir que je ne suis pas seule avec ses souvenirs. Si cette histoire touche quelque chose en vous, laissez un JM. Abonnez-vous si vous voulez une autre histoire demain, parce qu'il y en a une ici chaque jour. Maintenant, laissez-moi revenir à ce matin-là. Ma fille Camille a 37 ans. Elle est revenue vivre avec moi au début de l'automne, après avoir vendu son petit atelier de céramique dans une ville plus au sud. Elle a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de réorganiser sa vie, qu'elle voulait passer quelques mois chez moi avant de décider de la suite. J ai accepté avec joie. Quand une fille revient, on ne pose pas beaucoup de questions. On prépare sa chambre, on change les draps, on sort les couverts en porcelaine et on fait semblant que le temps N a pas passé. Mon mari, Étienne, elle a reçu avec une politesse impeccable. Il a acheté des fleurs, des petites roses blanches dans du papier craft qu'il a posées sur la table de la cuisine. Il a préparé une soupe de poireaux, épaisse et chaude, comme Camille aimait quand elle était enfant. Il a porté ses valises sans se plaindre, même si son dos le fait souffrir depuis 2 hivers. Le soir, il a trinqué avec nous à l'eau minérale, parce qu'il ne boit plus de vin depuis sa tension, et il a dit, dès une voix calme et posée, « C'est bien que tu sois là, Camille. Ta mère avait besoin de compagnie. » C'était ainsi qu'Étienne trompait le monde. Pas avec de grands gestes, avec de petites gentillesses parfaitement placées. Je connaissais cet homme depuis 43 ans. J'y avais cru le connaître entièrement. Camille a installé ses affaires avec soin dans la chambre du fond, celle qui donne sur la petite cour intérieure avec le bassin de pierre où les moineaux viennent boire le matin. Elle a posé ses livres, ses cahiers, quelques photographies dans des cadres simples. Sur la commode, elle a rangé une liasse de courriers, des lettres manuscrites, des reçus, quelques enveloppes fermées qu'elle n'avait pas encore ouvertes. Elle était organisée, Camille. Elle avait toujours été. Était quelque chose que J admirait chez elle et que je n'avais jamais su lui dire assez clairement. Les premières semaines se sont passées normalement. Nous mangions ensemble le matin. Étienne partait tôt pour sa marche dans les remparts, comme tous les jours depuis sa retraite. Camille et moi buvions notre café en regardant par la fenêtre haute la ligne de toit mouillée par l'humidité de la mer. Nous parlions peu. Pas parce que nous n'en avions rien à dire. Parce que certains silences entre une mère et une fille sont confortables comme un vieux tissu. Mais vers la 3e semaine, quelque chose a changé dans les yeux de ma fille. Elle a commencé à se lever avant tout le monde. Joël entendait dans le couloir, à 5 heures du matin, ses pas légers sur le parquet qui craque près de la salle de bain. Elle vérifiait des tiroirs. Elle photographiait des objets avant de quitter sa chambre.
Je, elle, ai vu, un matin, prendre chaque lettre posée sur la commode, les examiner une par une, les photographier avec son téléphone, puis les reposer exactement à leur place. Ses gestes étaient précis, méthodiques, pas paniqués. C était ceux-là qui aiment inquiéter le plus. La panique peut se rassurer. La méthode, elle, demande une raison. Un soir, après le dîner, alors qu'Étienne lisait dans le salon et que je rangeais la cuisine, Camille est entrée, a fermé la porte derrière elle et M a demandé une caméra. Pas une grande caméra. Un petit appareil discret, a-t-elle précisé, que on pourrait poser sur une étagère, orientée vers la porte et la commode. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a gardé les yeux sur ses mains, posées à plat sur la table de la cuisine. Puis elle a dit « Maman, je veux juste savoir ce qui disparaît pendant que je dors. » J est cherché dans sa phrase une explication simple. La fatigue, le stress de la vente de L Atelier, le déracinement. J est trouvé ce que je cherchais parce que C était plus facile que D écouter vraiment. J est pensé, sans le dire, que ma fille était fragilisée et qu'elle voyait des problèmes là où il n'y avait que de la désorganisation normale. De la salle, Étienne a entendu quelque chose de notre conversation. Il a levé les yeux de son journal et demandé, dès une voix douce et légèrement amusée, « Une caméra ? À son âge ?» J est senti, pendant une fraction de seconde, une honte pour ma fille avant de sentir de la sollicitude pour elle. C est une chose que J ait apprise trop tard et que je veux dire ici clairement. Quand quelqu'un que vous aimez vous dit qu'il a peur, votre premier réflexe ne devrait jamais être de lui demander si sa peur est raisonnable. Votre premier réflexe devrait être de vous asseoir et d'écouter, pas parce que sa peur est forcément juste, mais parce que la peur, chez une personne adulte et équilibrée, a presque toujours une source réelle. J ai quand même acheté la caméra. Je, elle, ai acheté le lendemain matin, dans un petit magasin d'électronique sur le port, entre un vendeur de cartes postales et un café où les marins S arrêtent avant le départ. Le vendeur M a montré 3 modèles. J'y ai pris le plus petit, celui qui ressemblait à un bouton blanc, presque invisible sur une étagère sombre. Nous l'avons installé ensemble, Camille et moi, un après-midi où Étienne était sorti pour ses papiers à la mairie. Nous avons posé l'appareil sur l'étagère au-dessus de la porte, orienté légèrement vers la commode et la petite table des écritures où Camille rangeait ses affaires personnelles. Camille a vérifié l'angle 2 fois. Elle a regardé l'image sur son téléphone, a déplacé la caméra de quelques centimètres vers la gauche, a vérifié encore. Puis elle a dit, très doucement, comme pour elle-même, « Voilà ». Je ne savais pas encore ce que ce petit mot portait. Pendant les semaines qui ont suivi, je n'ai pas vu de changement visible. La maison continuait son rythme. Étienne faisait sa marche, lisait ses livres, préparait son thé du soir avec le même geste précis de verser l'eau à 90 degrés, jamais bouillante. Camille sortait parfois dans l'après-midi, marchait sur les remparts, revenait avec des coquillages dans les poches, comme quand elle était enfant. Le soir, nous regardions parfois la télévision tous les 3, les nouvelles, puis un film. Étienne S. endormait toujours avant la fin. Je croyais que cela voulait dire que tout allait bien, mais j'y aurais dû faire attention à autre chose. Camille ne riait plus comme avant. Ce N n'était pas un grand changement. Ce N n'était pas un silence dramatique. C était une absence légère, comme quand on enlève un rideau fin d'une fenêtre. La pièce semble pareille, mais la lumière a changé de qualité. Elle parlait normalement. Elle mangeait. Elle lisait. Mais son rire, ce rire un peu rauque et direct qu'elle avait depuis l'enfance, ce rire qui arrivait sans prévenir et qui remplissait la cuisine, ce rire-là, N, était plus là. J ait remarqué autre chose aussi. Ses appels téléphoniques étaient devenus rares. Elle sortait sur la cour pour parler, la porte fermée, la voix basse. Quand elle rentrait, elle avait cet air concentré de quelqu'un qui essaie de se souvenir exactement de ce qu'on vient de lui dire. Une fois, je l'ai vue raccrocher, regarder son téléphone pendant un long moment, puis ouvrir ses messages et les relire un par un, les sourcils légèrement froncés. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu « Oui, maman ». Et moi, J ai accepté cette réponse. Parce que C était plus simple, parce que C était ce que je voulais entendre, parce que la vérité, certains soirs, demande un courage qu'on n'a pas encore trouvé. C est quelque chose que J ai beaucoup réfléchi depuis.
Nous disons souvent que nous voulons savoir la vérité sur les gens que nous aimons. Mais en réalité, nous voulons une vérité qui ne change pas trop de choses. Une vérité confortable. Une vérité qui nous laisse dormir comme avant. Quand ma fille me répondait que tout allait bien, je ne vérifiais pas parce que vérifier aurait voulu dire accepter que tout allait pas bien. Et si tout n'allait pas bien dans ma propre maison, sous mon propre toit, sous les yeux d'une mère de 78 ans, alors qu'est-ce que cela disait de moi? C'est cette question-là, silencieuse et laide, qui m'a retenue pendant des semaines. Un jeudi soir de novembre, Camille est revenue de sa promenade avec un air différent. Elle a posé ses affaires, et lavé les mains, a mangé un peu de soupe, puis a dit bonne nuit plutôt que d'habitude. Étienne et moi sommes restés encore 1 heure dans le salon. Il a fini son thé, rangé son livre, et est allé se coucher avec ce sourire discret qu'il avait depuis toujours. Ce sourire qui disait que tout était en ordre. Je me suis endormie sans savoir que c'était la dernière nuit où je confondrais ce sourire avec de la sérénité. J'y ai appris quelque chose au cours de ces semaines. Une chose simple que je veux partager ici parce qu'elle a pris trop longtemps à comprendre. Quand une personne adulte que vous aimez commence à changer ses habitudes de manière subtile, à vérifier des choses, à photographier des détails, à sortir pour téléphoner, à regarder ses messages avec cette concentration particulière, ce est presque jamais de la paranoïa. Est presque toujours une réponse à quelque chose de réel qu'elle ne sait pas encore nommer. Le problème et pas son comportement. Le problème est ce qui a rendu ce comportement nécessaire. Je ne le savais pas encore, mais la caméra, elle, enregistrait tout. La nuit est arrivée sans tempête. Il était 4h06 du matin quand j'y ai entendu frapper doucement à ma porte. Pas un coup fort, 2 petits coups secs, comme quelqu'un qui veut être entendu sans réveiller toute la maison. J'y ai mis quelques secondes à sortir du sommeil. Ces secondes lourdes où on ne sait pas encore si le bruit appartient au rêve ou à la réalité. Puis j'y ai reconnu les pas dans le couloir et j'y ai su. Était Camille. Elle est entrée dans ma chambre avec son manteau de laine beige, par-dessus son pyjama, les pieds dans des chaussettes grises. Elle portait son ordinateur portable fermé contre sa poitrine, tenu des 2 bras comme si c'était quelque chose de fragile et de précieux en même temps. Je me suis redressée dans le lit. La lumière du couloir entrait par l'encadrement de la porte. Étienne dormait de l'aile autre côté du lit. Sa respiration était régulière. Camille ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs. Et c'est cela, précisément, qui aime à glacer. Pas les larmes. Absence de larmes. Quand quelqu'un pleure, il demande encore quelque chose. Quand quelqu'un a arrêté de pleurer, parfois, c'est qu'il a déjà accepté de perdre. Elle a dit, très doucement, « Maman, viens, il dort, et cette fois, tu vas voir avant d'expliquer. » Cette fois. Ce mot « a traversé comme quelque chose de froid, parce qu'il contenait toutes les fois précédentes, toutes les fois où J avait expliqué avant de voir, toutes les fois où j'avais donné à ma fille une réponse raisonnable plutôt qu'une oreille ouverte. Cette fois, tu vas voir avant d'expliquer. Je me suis levée. Nous avons marché dans le couloir sans bruit, elle devant, moi derrière. Le parquet craquait en 2 endroits précis que nous connaissions toutes les 2 depuis des années. Nous les avons évités par réflexe, en silence, comme 2 femmes qui avaient appris à traverser cette maison sans la déranger. Dans sa chambre, la seule lumière venait de l'écran de ordinateur qu'elle a posé sur le lit. Est assise d'un côté, M a fait signe de autre. Dehors, la mer était calme. On entendait seulement le vent léger qui faisait grincer la fenêtre haute, ce grincement familier que j'ai toujours associé à la nuit et au repos. Ce soir-là, ce bruit a semblé différent, comme si même la maison retenait son souffle. Camille a ouvert le fichier. Et l'image était celle de sa chambre vide, vue depuis l'étagère au-dessus de la porte en angle légèrement incliné. La qualité était bonne, nette, en noir et blanc. On voyait clairement la commode, la petite table d'écriture, les livres empilés, enveloppe posée à gauche du cahier bleu. La porte était fermée. Rien ne s'est passé pendant quelques secondes. Puis une ombre a glissé sous la frange de la porte. Pas une lumière. Une ombre.
quelque chose se déplaçait de l'autre côté. La poignée a bougé. Lentement. Avec une lenteur qui ne ressemblait pas à une entrée ordinaire. Ordinaire, on entre. On tourne la poignée, on pousse, on entre. Cela, C était différent. Cela ressemblait à quelqu'un qui S assure que personne ne regarde. La porte S est ouverte. Étienne est entré. Il portait son vieux peignoir de coton bleu marine et tenait dans sa main gauche un trousseau de clés. Dans sa main droite, une pochette de cuir marron que je ne lui avais jamais vue. Il a refermé la porte derrière lui avec le même soin avec lequel il, elle, avait ouverte. J est regardé, elle, l'écran sans bouger. Il a marché jusqu'à la commode. Ses gestes étaient précis, comme les gestes D, un homme qui sait exactement ce qu'il cherche et exactement où le trouver. Il a ouvert le tiroir du haut, a sorti une liasse D enveloppes, les a feuilletées rapidement, en a gardé 4. Il a sorti de la pochette de cuir un petit appareil plat, argenté, et a glissé les enveloppes dedans une par une. Elle, appareil, les réchauffait par en dessous. Après quelques secondes, il décollait les rabats sans les déchirer. Il a lu les lettres. Lentement. Debout dans le noir, avec seulement la lumière de la rue qui entrait par le bas des volets. Il lisait, page après page. Puis il a sorti son téléphone de la poche du peignoir et a photographié chaque page. Camille, à côté de moi, ne disait rien. Elle regardait l'écran et elle attendait que je voie. Pas que je comprenne, juste que je voie. Après avoir photographié les lettres, Étienne les a replacées dans les enveloppes. Il a refermé les rabats avec soin et les a remises dans le tiroir exactement comme elles étaient. Puis il a pris la pochette de cuir et a marché vers la table d'écriture. Là, il a ouvert la pochette et en a sorti plusieurs feuilles pliées. Il a comparé les feuilles avec celles D, un dossier que Camille gardait dans la chemise cartonnée bleue. Il a retiré une page du dossier, elle a glissé dans la pochette. À la place, il a inséré une autre page, légèrement différente. C était la chose la plus froide que j'aie jamais vue. Pas la violence, pas la brutalité, la méthode. La précision silencieuse. D, un homme qui remplaçait des documents dans le dossier de sa belle-fille au milieu de la nuit avec la même attention qu'il mettait à faire son thé le soir. Avant de sortir, Étienne a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a pris une photographie encadrée posée sur l'étagère. Une photo de Camille avec 2 amies, prise quelques années auparavant lors d'une exposition de céramique. Elles riaient toutes les 3. Camille avait ce rire rauque et direct que J aimait tellement. Il a regardé cette photo pendant quelques secondes. Puis il, elle, a retourné, en a retiré le cadre et a déchiré la photo en 2. Pas de colère dans le geste. Pas d'impulsion. Un geste calme, décidé, comme si cela avait déjà été planifié. Il a glissé les 2 morceaux dans la poche de son peignoir. Puis il est sorti et a refermé la porte. Camille a mis le film en pause. Son visage était éclairé par le bas par la lumière froide de l'écran. Elle avait cet air que je lui connaissais depuis l'enfance, quand elle attendait que je choisisse entre lui donner raison ou trouver une explication pour tout le monde. Elle a dit « Maintenant tu comprends pourquoi toutes les personnes S éloignaient de moi avant même que je sache ce qu'elles avaient entendu. Je veux M arrêter ici, parce que C est la partie que J aurait voulu que plus de familles comprennent. Ce que ma fille venait de me montrer n'était pas un vol. Ce N n'était pas un acte de violence que elle, on peut nommer facilement et traiter rapidement. C était quelque chose de plus lent, de plus difficile à saisir. Mon mari lisait le courrier de ma fille avant qu'elle ne le lise. Il remplaçait des pages dans ses dossiers. Il déchirait ses photographies. Et il faisait tout cela avec la même sérénité qu'il apportait à chacun de ses gestes quotidiens. Si vous voyez ce que je veux dire, dites-moi dans les commentaires D où vous écoutez ce soir. Et si quelqu'un que vous aimez a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la avec lui. Abonnez-vous si vous voulez vous asseoir avec moi demain encore. Je suis restée longtemps sans parler. Camille a attendu. Il y a une chose que elle, on ne comprend pas quand on regarde une révélation de elle extérieure. On croit que le moment de la vérité est un moment de clarté. On croit que tout se met soudainement en ordre, comme des pièces d'un puzzle qui trouvent à leur place. Ce N
et pas ainsi. Le moment de la vérité est d'abord un moment de dissolution. Tout ce que vous croyez solide devient provisoire. Tout ce que vous aviez cru comprendre doit être relu depuis le début. Cela ne prend pas une seconde. Cela prend du temps, et pendant ce temps, vous restez assis dans le noir, à regarder un écran, en vous demandant si c'est votre vie réelle ou une autre que vous avez confondue avec la vôtre. J est pensé au thé du soir, à la façon dont Étienne versait l'eau à 90 degrés, jamais bouillante. J est pensé aux roses blanches dans le papier craft le jour de l'arrivée de Camille. J est pensé à ses yeux au-dessus du journal quand il avait dit, avec ce sourire léger, une caméra, à son âge. J est compris dans cette chambre que la douceur peut être une technique autant qu'un sentiment, que les petites gentillesses peuvent être des rideaux posés devant des actions que personne ne devrait faire. Mais avant de comprendre tout cela, J ait dû traverser quelque chose de plus difficile encore. J ait dû me souvenir de toutes les fois où Camille M avait dit quelque chose, et de toutes les fois où J avait répondu d'une certaine façon. Il y avait eu, environ 2 ans auparavant, un appel téléphonique où Camille M avait dit que des amis ne lui répondirent plus, qu'elles avaient l'air froissées d'une chose qu'elle ne se rappelait pas avoir dite. J avait répondu que les amitiés traversent des phases, que parfois on se heurte sans comprendre pourquoi, que cela passerait. Il y avait eu, un été, cette histoire avec un client qui avait retiré sa commande à l'atelier. Un client fidèle depuis plusieurs années, qui avait subitement dit que Camille, elle, avait déçu sur un contrat qu'elle jurait ne pas avoir modifié. Elle-même avait montré sa version. J avait regardé les papiers sans les lire vraiment, et J avait dit « Peut-être que tu t'es trompée de version, ma chérie. » Il y avait eu une invitation à une résidence d'artistes que Camille attendait depuis 6 mois. Elle était convaincue d'avoir envoyé les documents dans les délais. Le délai avait passé. LN avait jamais reçu de réponse. Elle avait dit qu'elle ne comprenait pas. J avait répondu que les institutions sont lentes, que ce N était pas grave, qu'il y aurait d'autres occasions. J aurait pu dire « Tu es fatiguée, ma fille ». Elle avait dit, pas avec ces mots exactement, mais avec leurs équivalents, avec la voix douce qu'on utilise pour rassurer quelqu'un qu'on ne croit pas vraiment, avec ce ton de mère qui cherche à protéger la paix plutôt qu'à protéger sa fille. Cette phrase « Tu es fatiguée, ma fille » revenait dans ma mémoire comme une lame. Pas parce que C était une cruauté, parce que C était une capitulation. J avait choisi l'explication simple, à chaque fois qu'une explication plus difficile, M, était offerte. Et L, explication simple, avait toujours eu le même nom. Camille est fatiguée. Camille est stressée. Camille est trop sensible. Camille exagère. Pendant ce temps, dans les tiroirs de ma propre maison, mes lettres de ma fille étaient lues avant elle. Camille a rouvert l'ordinateur. Il y avait des autres enregistrements. La nuit suivante, Étienne était entré à nouveau. Cette fois, il était resté plus longtemps. Il avait ouvert un cahier de notes, elle avait feuilleté lentement et avait photographié plusieurs pages. Il avait ensuite sorti une enveloppe de la pochette de cuir et avait glissé à l'intérieur 2 cartes de visite qu'il avait prises dans le carnet des adresses de Camille. 2 noms que je ne connaissais pas, mais que Camille, elle, connaissait sûrement. Des contacts professionnels, des personnes de son réseau, retirées de son carnet, sans bruit, sans laisser de traces. La nuit après, il avait réorganisé un tiroir, déplacé des dossiers, inversé l'ordre de documents dans une pochette plastique. Rien de spectaculaire. Rien que elle, on ne puisse expliquer par de la désorganisation ordinaire. Sauf que Camille savait exactement où chaque chose était placée. Et le lendemain matin, elle avait dû chercher pendant 20 minutes un reçu qu'elle avait pourtant posé à gauche du dossier bleu la veille au soir. Ce N n'était pas un hasard. C était un système pour faire douter. Pas douter des autres, douter d'elle-même, de sa mémoire, de son organisation, de sa rigueur, de sa fiabilité. Parce qu'une personne qui doute d'elle-même ne se défend pas. Une personne qui se dit « peut-être que J est mal rangé, peut-être que J est oublié,
Peut-être que J ait envoyé le mauvais document. Cette personne ne remonte jamais à la source. Elle cherche la faute en elle. C est quelque chose que J ait mis du temps à nommer clairement. Et je veux le dire ici, non pas comme un cours, mais comme une observation de femme qui a vécu trop longtemps sans voir. Quand quelqu'un vous fait systématiquement douter de votre propre mémoire et de votre propre organisation, ce N est jamais une coïncidence. La mémoire ne se trompe pas toujours dans le même sens. Les documents ne disparaissent pas toujours de la même pochette. Les relations ne se refroidissent pas toutes en même temps sans raison. Les erreurs, quand elles se répètent avec une régularité étrange, ne sont plus des erreurs. Je suis restée assise à côté de ma fille jusqu'à l'aube. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il y a des moments où les mots sont la chose la moins utile. LM avait montré ce qu'elle avait vu. LM avait donné les preuves. Elle attendait maintenant quelque chose de différent. LN attendait pas une stratégie. LT attendait pas une décision. Elle attendait d'être crue. C est la chose la plus simple et la plus difficile que on puisse demander à quelqu'un. Crois-moi. Pas crois ce que je dis. Pas crois ce que j'y ai filmé. Crois-moi. Crois que j'y ai vu juste. Crois que mon instinct N était pas de la paranoïa. Crois que la femme adulte que je suis avait des raisons réelles d'avoir peur dans cette maison. Je lui ai pris la main. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Puis j'y ai dit « Je te crois ». 2 mots. 42 ans trop tard pour certaines choses. Mais là, dans cette chambre, à 5 heures du matin, avec la mer calme dehors et la lumière bleue de l'écran entre nous, ces 2 mots étaient les seuls qui comptaient vraiment. Ce que j'y ai appris cette nuit-là et que je veux partager avec vous, c'est que elle écoute N et pas passive. Écoutez vraiment quelqu'un que vous aimez, demande de mettre de côté votre besoin de paix, votre besoin que tout aille bien, votre besoin que la personne en face de vous soit juste un peu trop sensible, un peu trop fatiguée, un peu exagérée, parce que si elle ne l'est pas, alors quelque chose dans votre maison N est pas ce que vous croyez. Et cette vérité-là, elle coûte cher. Mais le silence, lui, coûte encore plus. La lumière du matin a commencé à filtrer par les volets. Dehors, les premiers moineaux se disputaient au bord du bassin de pierre. Dans le salon, J entendait le plancher grincer. Étienne S était levé. Il allait faire son thé. Dans quelques minutes, il viendrait à la cuisine avec son air serein de retraité qui a bien dormi. Je suis restée dans la chambre de ma fille encore un peu. La caméra était toujours sur son étagère. Camille a refermé l'ordinateur. Sur la commode, la liasse des enveloppes attendait dans le tiroir du haut. Lue avant elle, photographiée, remise en place avec soin. J avait acheté cette caméra en pensant que ma fille avait peur d'un fantasme. J avait découvert que ma fille avait peur de quelque chose qui vivait dans la même maison qu'elle. Quelque chose qui connaissait chaque tiroir, chaque dossier, chaque contact professionnel, chaque lettre reçue. Et qui avait choisi, depuis des années, de en servir contre elle. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Je sais que c'est lourd, mais je vous promets que je ne le raconte pas pour vous laisser dans le noir. Je le raconte parce que quelqu'un là-bas peut avoir besoin de courage, de patience ou du rappel que l'amour doit parfois poser des questions difficiles. Si cela vous aide, laissez un JM. Dites-moi quelle heure il est chez vous, le matin, après-midi ou le milieu de la nuit. Je lis ces commentaires comme des cartes postales de gens que je ne rencontrerai peut-être jamais, mais qui comptent quand même pour moi. Je me suis levée de la chaise de cuisine avec les jambes qui ne me portaient plus très bien. Ce N était pas la fatigue. J est 78 ans et je connais la fatigue. Ce que J avait dans les jambes ce matin-là était différent. C était le poids de quelque chose qu'on porte depuis longtemps sans savoir qu'on le porte. Et qui soudainement annonce avec tout son vrai poids. Pas une surprise, une confirmation. Et les confirmations, parfois, sont plus lourdes que les surprises. Étienne était dans la cuisine. Il avait préparé son thé avec ce geste précis que je connaissais depuis des décennies. La bouilloire posée exactement à angle droit par rapport au bord du plan de travail. La tasse bleue, celle avec le petit éclat sur anse qu'il refusait de jeter parce qu'il disait qu'une tasse abîmée était une tasse qui avait servi. La cuillère posée sur la soucoupe, jamais dans la tasse. Il aimait, ordre des petites choses.
J avait toujours cru que C était un signe de caractère, un signe de quelqu'un qui prenait soin du monde autour de lui. Je comprenais maintenant que C était autre chose. L'ordre des petites choses peut appartenir à quelqu'un qui aime la beauté, mais il peut aussi appartenir à quelqu'un qui aime le contrôle. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Tu t'es levé tôt ?» a-t-il dit. « Camille N a pas bien dormi. » Il a hoché la tête avec cette expression préoccupée et douce qu'il réservait aux situations qui demandaient de la compassion visible. Elle est encore fragile, cette petite. La vente de l'atelier L a plus touché qu'elle ne veut bien le dire. J ai regardé ses mains autour de la tasse bleue. Ses mains qui, quelques heures auparavant, avaient ouvert des enveloppes avec de la vapeur, qui avaient photographié des lettres que ma fille N n'avait pas encore lues, qui avait retiré des pages D un dossier et mis D autres à la place. Ces mêmes mains qui, depuis 43 ans, avaient préparé mon thé le soir, porté mes valises, tenu mes épaules quand je pleurais. J ai répondu « Oui, elle a besoin de repos ». Et J ai souri. C est la chose la plus difficile que J ait jamais faite, sourire à cet homme ce matin-là. Non pas parce que J était hypocrite, mais parce que J avait compris, en marchant dans ce couloir depuis la chambre de Camille jusqu'à la cuisine, une chose essentielle. Si je parlais maintenant, si je réagissais maintenant, si je laissais ce que J avait vu dans mes yeux traverser mon visage, rien de ce qui devait être fait ne pourrait plus l'être. J avait besoin de temps. Pas beaucoup, mais assez. J ai appris cette leçon D, une façon que je N n'avais pas choisie. Mais C est une leçon que je veux partager ici, parce qu'elle aime à sembler importante. Quand on découvre quelque chose de grave sur quelqu'un que on aime depuis longtemps, le premier instinct est de confronter immédiatement, de tout dire, de tout poser sur la table D un coup. Cet instinct est humain et compréhensible, mais il n'est pas toujours sage. Une confrontation précipitée, sans préparation, sans témoin, sans documentation rassemblée, peut effacer des preuves, accélérer des actions nuisibles et laisser la personne vulnérable sans protection. La prudence N et pas la lâcheté. Parfois la prudence est la forme la plus courageuse de l'amour. Ce matin-là, J ai bu mon café en face d'Étienne et J ai parlé de la pluie prévue pour elle après-midi. Puis, je suis retourné dans la chambre de Camille. Elle était assise sur le bord du lit, les mains sur les genoux, les yeux vers la fenêtre. Le bassin de pierre dans la cour était gris sous le ciel de novembre. Un moineau sautillait sur le rebord sans s'y poser longtemps. « Il faut qu'on fasse des copies », J ai dit. Elle aime à regarder. De tout, ce soir, avant qu'il parte en marche demain matin. Camille N n'a pas répondu tout de suite. Elle me regardait avec cet air que les enfants ont parfois, même adultes, quand ils mesurent si la personne en face d'eux est vraiment prête à aller jusqu'au bout. Pas de la méfiance, de la vérification. Elle avait été déçue trop souvent pour ne pas vérifier. Puis elle a dit « Tu vas rester avec moi cette fois. » Oui. Ce oui m'a coûté quelque chose et m'a rendu quelque chose en même temps. Il m'a coûté l'image d'un mariage que J avait protégé trop longtemps, il m'a rendu ma fille. Nous avons passé la matinée à travailler ensemble, doucement, sans précipitation. Camille a copié toutes les vidéos sur 2 clés USB différentes. Elle a photographié les enveloppes dans le tiroir, dans l'ordre où elles se trouvaient. Elle a sorti les dossiers, a comparé les pages avec ses propres copies qu'elle gardait dans son téléphone et a noté par écrit, à la main, les différences qu'elle avait remarquées. Elle travaillait avec une concentration que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Pas d'agitation, pas de larmes, une détermination calme et précise. Je la regardais et je pensais à la femme qu'elle était. 37 ans. Céramiste. Une femme qui avait construit quelque chose de ses mains, littéralement, qui avait su donner de la forme à la matière, et qui avait vu cette forme se défaire, pas parce qu'elle avait échoué, mais parce que quelqu'un dans son environnement le plus proche avait travaillé méthodiquement à la démonter. J ai pensé aux amitiés perdues, aux clients qui S étaient éloignés, aux invitations qui N étaient jamais arrivées, à la résidence de artiste, au contrat modifié, à tout ce que Camille avait mis sur le compte de sa propre fatigue, de sa propre désorganisation, de sa propre difficulté à maintenir des relations, parce que c'était l'explication qu'on lui avait donnée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle finisse par la croire.
Avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter sur quelque chose. Une chose que beaucoup de familles ne voient pas parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on appelle un problème. Quand quelqu'un perd des amitiés une par une, sans incident apparent, sans dispute claire, sans rupture visible, on dit souvent que cette personne est difficile. Qu'elle est trop sensible, trop exigeante, trop compliquée. On dit qu'elle ne sait pas entretenir les relations. Et la personne qui perd ses amitiés finit souvent par dire la même chose d'elle-même. Parce que c'est elle explication disponible. Elle explication visible. Mais parfois les amitiés ne se perdent pas par manque de talent pour les relations. Parfois elles se perdent parce que quelqu'un, discrètement et systématiquement, travaille à les abîmer. Si vous avez déjà vu ce schéma autour de vous, écrivez le mot « voir » dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous serai reconnaissante de le faire. Il y a une nouvelle histoire chaque jour, et peut-être que celle de demain arrivera à quelqu'un au moment exact où il en aura besoin. Après-midi, Étienne est parti faire ses papiers à la bibliothèque municipale. Il avait cette habitude depuis des années, le mardi et le jeudi après-midi, 2 heures à la bibliothèque pour lire les journaux et, disait-il, voir du monde. Je n'avais jamais questionné cette habitude. Elle faisait partie du paysage de notre vie commune comme les grincements de la fenêtre haute. Ce jour-là, J a utilisé ces 2 heures différemment. J est appelée ma sœur Bernadette, qui vit à Brest depuis 30 ans. Bernadette a 74 ans. Elle a travaillé comme assistante de direction pendant toute sa vie active. Et elle a cette qualité rare de rester calme dans les situations où des autres personnes affolent. Je lui ai tout dit, pas en criant, pas en pleurant, en lui décrivant précisément ce que J avait vu sur l'écran, ce que Camille avait documenté, ce que J avait compris en regardant Étienne boire son thé ce matin. Bernadette a écouté sans interrompre. Quand J est fini, elle a dit « Marthe, tu as les vidéos en lieu sûr. » « Oui. » Camille a ses copies. « Oui. » « Alors vous ne faites rien d'autre aujourd'hui. Rien. Vous mangez normalement ce soir, vous dormez si vous pouvez, et demain matin tu m'appelles avant 9 heures. Était exactement ce dont J avait besoin. Pas d'émotions supplémentaires, pas de grands mots. Un plan simple, clair, en 2 étapes. Bernadette avait toujours su que les grandes décisions se prennent mieux quand on a dormi, même un peu, même mal. J est raccroché et J est regardé par la fenêtre haute. La pluie avait commencé. Légère, presque invisible, comme une poussière de haut sur les toits. Les moineaux avaient disparu du bassin de pierre. La cour était vide et grise et silencieuse. J ai pensé à quelque chose que je n'avais jamais pensé en 43 ans de mariage. J ai pensé que cette maison N avait jamais vraiment appartenu à tout le monde de la même façon. Que certaines pièces, certains tiroirs, certaines enveloppes avaient appartenu à un seul regard depuis plus longtemps que je ne voulais le savoir. Le dîner ce soir-là a été la chose la plus étrange que J ai vécue. Étienne avait préparé des lentilles avec des lardons fumés, un plat simple qu'il faisait depuis toujours avec beaucoup d'ail et de thym. Odeur remplissait l'appartement, chaude et familière, cette odeur que j'associais depuis des décennies au soir d'hiver et à la sécurité domestique. J ai mis la table, Camille a apporté le pain, Étienne a servi. Nous avons mangé. Nous avons parlé de la pluie. Un reportage qu'Étienne avait vu à la télévision sur les ports bretons. De la fenêtre de la cuisine qu'il faudrait faire réviser au printemps. Des conversations ordinaires, creuses, qui remplissent l'espace sans rien dire. Je regardais Étienne parler de la fenêtre et je pensais à ses mains sur les enveloppes. Je regardais Camille découper son pain en petits morceaux, comme elle faisait toujours quand elle était tendue, et je pensais à tout ce qu'elle avait porté seule. Après le dîner, Étienne a lavé les assiettes, comme d'habitude. Camille a dit bonne nuit et est allée dans sa chambre. Moi, je suis restée dans la cuisine à essuyer le plan de travail jusqu'à ce que J entende la porte de la chambre d'Étienne se refermer. Puis je me suis assise à la table de cuisine, seule, avec une tasse de camomille que je n'ai pas bu, et J ai essayé de me souvenir du moment exact où J aurait pu voir. Pas comprendre, voir. Le moment où quelque chose aurait dû me faire poser une question différente. Il y avait eu, il y a peut-être 7 ou 8 ans, une amie de Camille qui avait appelé ici, à la maison, parce qu'elle n'arrivait pas à joindre Camille sur son portable. Était une certaine Hélène, une amie de longue date.
Elle avait dit qu'elle essayait de contacter Camille depuis des semaines pour une exposition commune et que Camille ne répondait plus. J avait dit à Hélène que Camille était très occupée. J avait transmis le message à Camille ce soir-là. Camille avait dit qu'Hélène n'avait reçu aucun message d'Hélène depuis des mois et qu'elle avait cru qu'Hélène ne voulait plus donner suite au projet. Elles avaient raccroché avec un malentendu qui, avait jamais vraiment été réparé. J y avait pensé 2 jours, puis J avait oublié. Ce soir-là, à la table de cuisine, J y repensait différemment. Et il y avait eu des messages transmis de travers. Des messages qu'Étienne avait pris sur lui de transmettre à sa façon ou de ne pas transmettre du tout. Des messages qui avaient laissé des silences là où il aurait dû y avoir des réponses. Je n'avais pas de preuves de cela. Mais J avait quelque chose de plus difficile à ignorer que des preuves. J avait un schéma. Et un schéma, quand on commence à le voir, ne disparaît pas parce qu'on détourne les yeux. La nuit a été longue. Je ne dormais pas vraiment. Je assoupissais et me réveillais avec ces images de elle écran qui revenaient, elle ombre sous la porte, la poignée qui tourne, les mains sur les enveloppes. Vers 3 heures du matin, j'y ai entendu un léger bruit dans le couloir. J'y ai retenu ma respiration. Les pas se sont arrêtés devant la chambre de Camille. Il y a eu un silence. Puis les pas ont repris vers la salle de bain. Je me suis levée. J est marché jusqu'à la chambre de Camille et J est frappé 2 petits coups, comme elle avait fait la nuit précédente. Elle a ouvert immédiatement. Elle ne dormait pas non plus. Je suis entrée, J ai fermé la porte doucement et je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre. Dehors, la pluie avait repris, fine et persistante. Le bassin de pierre était plein de eau noire et immobile. Il est arrêté devant ta porte. J ai dit. Je sais, je l'ai entendu. Nous avons gardé le silence un moment. Puis Camille a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Maman, ce n'est pas la première maison où j'y ai vécu ça. Je l'ai regardé. Je veux dire, j'y ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas moi, que ce n'était pas ma désorganisation, que ce n'était pas ma façon d'être avec les gens. Parce que quand quelque chose se répète depuis assez longtemps, tu commences à croire que la constante dans toutes ces histoires, c'est et toi. Cette phrase m'a traversé comme quelque chose de tranchant. La constante dans toutes ces histoires, c'est et toi. C'est est ce que le doute systématique fait à une personne. Il lui apprend à se désigner elle-même comme le problème. Et une personne qui croit qu'elle est le problème ne cherche pas d'autre explication. Elle travaille à se corriger. Elle devient plus prudente, plus organisée, plus silencieuse, plus discrète. Et plus elle travaille à se corriger, plus elle s'éloigne de ce qu'elle est vraiment. J ai tenu la main de ma fille dans le noir et J ai dit « Tu n'étais pas la constante ». La pluie continuait dehors. Le bassin débordait doucement sur les pavés de la cour. « Je sais », a dit Camille. « Maintenant je sais ». Le lendemain matin, J ai appelé Bernadette avant 9 heures. Elle m'a écouté me raconter la nuit, les bruits dans le couloir, la conversation avec Camille. Puis elle m'a dit qu'elle avait passé la nuit à réfléchir et qu'elle avait le nom d'un avocat à Saint-Malo. Une femme, a-t-elle précisé, spécialisée dans les droits des personnes et dans les litiges familiaux. Bernadette avait travaillé avec elle indirectement, il y a quelques années, dans le cadre d'une affaire de succession. Elle avait dit, d'elle, qu'elle était directe et solide. J ai noté le nom. Maître Élise Fontaine. Cabinet rue du Bosphore. Bernadette a dit encore une chose avant de raccrocher. Marthe, ne confronte pas Étienne avant d'avoir parlé à elle avocate. Et ne dis rien à personne d'autre pour elle instant. Pas les voisins, pas ton fils à Rennes. Personne. À bord elle avocate. Je n'avais pas pensé à mon fils. Pierrick. 42 ans, à Rennes avec sa famille. Il aimait Étienne. Il l'avait toujours considéré comme un homme fiable, posé, de bons conseils. Apprendre cela à Pierrick demanderait un autre courage, une autre conversation, que je n'étais pas encore prête à avoir. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, je veux m'arrêter ici parce que c'est la partie que J aurait voulu que plus de familles comprennent. Chercher de aide ne signifie pas tout dévoiler à tout le monde en même temps. Chercher de aide signifie identifier la prochaine étape sûre et la faire. Une seule. Pas tout résoudre un coup.
Juste la prochaine étape. Bernadette était ma prochaine étape. Maître Fontaine était la suivante. Une personne de confiance, puis une professionnelle qualifiée. C'est ainsi que les choses difficiles se font sans se briser. Si vous avez déjà dû prendre une décision difficile en commençant par une seule petite étape, écrivez le mot « étape » dans les commentaires. Dites-moi D où vous regardez ce soir. Abonnez-vous si vous voulez que je continue à vous raconter des histoires qui gardent quelque chose de solide à elles intérieure. J est appelé le cabinet de Maître Fontaine ce matin-là à 10 heures, pendant qu'Étienne était parti faire sa marche. La secrétaire M a proposé un rendez-vous pour elle après-midi même, à 16h30. J est dit oui sans hésiter. Camille et moi sommes partis à pied. Nous n'avons pas dit à Étienne où nous allions. Nous avons dit que nous allions faire quelques courses et peut-être boire un thé en ville. Il a répondu bien, prenez votre temps. Le temps est propre cet après-midi. La rue du Bosphore est une petite rue derrière les remparts, avec des maisons en granit serrées, les unes contre les autres, et une odeur de sel qui s'infiltre partout même quand la mer est loin. Le cabinet de Maître Fontaine était au rez-de-chaussée D, un immeuble ancien avec une plaque en cuivre vert pâti sur la droite de la porte. Nous sommes entrés dans une salle d'attente, petite et calme, avec 2 chaises contre le mur et une fenêtre sur une courette intérieure où poussait un rosier dégarni. Maître Fontaine est sorti à 16h30 exactement. Elle avait une 50aine d'années, les cheveux gris coupés courts, des lunettes fines et ce regard de quelqu'un qui a beaucoup entendu et qui ne se surprend plus facilement. Elle nous a serré la main à toutes les deux, nous a fait entrer dans son bureau et elle a dit en S asseyant « Je vous écoute ». J'y ai parlé pendant presque 1 heure. Maître Fontaine n'a pas pris de notes tout de suite. Elle écoutait, les mains posées sur le bureau, les yeux sur moi. Elle posait des questions courtes. Depuis combien de temps? Où sont conservées les copies? Qui d'autre est au courant? Est-ce qu'il y a d'autres documents concernés? Est-ce que Camille a les originaux de ses propres dossiers ou seulement les photos? Camille a répondu à certaines questions directement. Elle avait apporté une clé USB avec les vidéos et une chemise avec ses notes manuscrites et les photos des dossiers. Elle les a posées sur le bureau de l'avocate avec calme. Maître Fontaine a regardé quelques vidéos sur ordinateur. Elle a regardé les notes, elle a regardé les photos. Puis elle a posé la clé USB sur le bureau, a croisé les mains et a dit « Ce que vous me montrez est sérieux. Et ce que vous avez fait en documentant, en conservant des copies, en ne confrontant pas avant de consulter, était la bonne chose à faire. » J ai entendu Camille expirer légèrement à côté de moi. Pas un soupir de soulagement. Quelque chose de plus profond. Le son de quelqu'un à qui on vient de confirmer qu'Hélène n'avait pas inventé. Maître Fontaine nous a expliqué les prochaines étapes. Doucement, clairement, sans promettre ce qu'elle ne pouvait pas promettre. Elle a parlé de ce qui pouvait être constaté, de ce qui pouvait être présenté, de ce dont il faudrait assurer avant d'aller plus loin. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelques jours pour examiner les éléments. Elle a dit aussi, et c'est quelque chose que je veux redire ici. Je vous déconseille formellement de confronter votre mari seul, sans préparation et sans que des dispositions aient été prises. Pas parce qu'il est dangereux physiquement, mais parce qu'une personne qui agit de manière organisée depuis longtemps peut réagir à une confrontation d'une façon organisée également. Ce qui peut inclure faire disparaître des choses, modifier des récits ou utiliser le réseau de confiance qu'il a construit pour orienter les perceptions. Cette phrase M a arrêté. Le réseau de confiance qu'il a construit. J'y ai compris, dans ce bureau, que ce N était pas seulement la vie de Camille qu'Étienne avait gérée dans l'ombre. C était aussi la façon dont les gens autour de lui le percevaient. Les fleurs blanches le jour de L arrivée de Camille, la soupe de poireaux, les valises portées malgré le dos, le verre d'eau minérale levé avec ce sourire tranquille, chaque petit geste soigneusement visible, chaque action nuisible soigneusement invisible. Nous sommes repartis à 18 heures. Le soleil bas de novembre peignait les remparts en orange pâle. Camille marchait à côté de moi, les mains dans les poches de son manteau. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Nous avons marché le long des remparts un moment, avec le vent du large qui nous poussait légèrement dans le dos. Puis Camille a dit « Je n'aurais pas dû attendre aussi longtemps pour poser la caméra. » J'y ai répondu
Je n'aurais pas dû attendre aussi longtemps pour croire que tu en avais besoin. Nous avons marché encore un peu. Tu es fatiguée, ma fille, J ai dit doucement. Elle a levé les yeux vers moi. Ce N est pas une question, J ai précisé. C est un constat. Tu peux être fatiguée maintenant, tu as le droit. Elle a hoché la tête. On rentre, J ai dit. Et nous sommes rentrés dans la maison qui n'était plus tout à fait la même, mais qui était encore debout, encore réelle, encore habitée par deux femmes qui avaient décidé de ne plus expliquer à elles-mêmes ce qu'elles avaient vu. La nuit avant ce que J appelle la matinée décisive, je n'ai pas dormi une seule heure. Je restais dans le lit à regarder le plafond, à écouter la respiration régulière de ton Étienne à côté de moi, et je me livrais à cet exercice douloureux que font probablement toutes les personnes qui découvrent tardivement quelque chose de grave sur une vie qu'elles ont construite. Je relisais le passé. Pas avec des images dramatiques, avec des détails. Des petits détails qui, pris séparément, n'avaient aucun poids, mais qui, mis ensemble dans la bonne lumière, formaient quelque chose d'aussi cohérent qu'une phrase lue en entier. Il y avait eu, il y a très longtemps, une lettre que J avait écrite à Camille pendant qu'elle était à l'université à Lyon. Une longue lettre où je lui parlais d'une inquiétude que J avait sur une décision qu'elle s'apprêtait à prendre, quelque chose à propos d'un homme qu'elle fréquentait à l'époque. Une lettre prudente, tendre, pleine de choses difficiles à dire, mais que J avait trouvé le courage d'écrire. Camille m'en avait jamais parlé. Des années plus tard, quand J avait mentionné cette lettre, elle avait dit qu'elle ne se souvenait pas de l'avoir reçue. J avait cru à un oubli de jeunesse. J avait dit que J aurait dû en garder une copie. Il y avait eu une conversation téléphonique, peut-être 6 ans auparavant, avec une cousine de Camille qui vivait à Bordeaux. Cette cousine M avait dit, avec une légère hésitation, qu'elle avait entendu dire que Camille était devenue difficile à joindre et un peu imprévisible dans ses engagements. J avait défendu ma fille, mais J avait aussi, dans un recoin de ma tête, classé cette information comme une information, sans me demander d'où elle venait, sans me demander comment cette cousine, qui ne voyait presque jamais Camille, avait pu se former cette opinion. Il y avait eu d'autres choses, toutes petites, toutes explicables, toutes classées dans le tiroir des choses qu'on oublie parce qu'on a autre chose à faire. Je les sortais toutes cette nuit-là, une par une, et je les regardais dans la lumière de ce que je savais maintenant. Vers 5 heures du matin, j'ai entendu le téléphone de Camille vibrer dans sa chambre. Puis ses pas. Puis le silence. J'y ai attendu. 10 minutes plus tard, elle frappait à ma porte. Je me suis levé. Elle avait les yeux brillants, pas de larmes, mais cet éclat particulier de quelqu'un qui vient de recevoir une information qui change la forme des choses. Elle tenait son téléphone et M a montré un message. Maître Fontaine avait travaillé tard. Elle avait transmis les éléments à une collègue spécialiste, avait examiné les vidéos plus en détail et avait préparé une lettre de mise en demeure. Elle nous demandait de venir à son cabinet à 9 heures. Elle nous demandait aussi, et C était la partie qui avait fait vibrer le téléphone de Camille avec une certaine urgence, de assurer que les originaux des dossiers de Camille, ceux qui se trouvaient encore dans sa chambre, soient mis en lieu sûr avant que la journée commence. Nous avons travaillé vite et en silence. Camille a sorti tous ses dossiers, toutes ses chemises, toutes ses enveloppes. Nous les avons mis dans un grand sac de toile que J avait dans le fondé un placard, un de ces sacs épais qu'on utilise pour le marché. Puis, J ai pris le sac et je l'ai mis dans le coffre de la voiture de Bernadette. Bernadette était arrivée la veille au soir, discrètement, sans annoncer sa venue à Étienne. Elle avait garé sa voiture dans la rue latérale et était montée avec son trousseau de clés pendant qu'Étienne regardait les informations. Bernadette attendait dans sa voiture depuis 6 heures du matin. Je ne lui avais jamais été aussi reconnaissante. Avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter sur quelque chose que J ai compris pendant ces journées et que je veux dire clairement. Quand on traverse une situation familiale grave, le premier réflexe est souvent de vouloir la gérer seule, par pudeur, par honte, par peur du jugement, par protection de l'image de la famille. Mais la solitude dans ces moments-là, et pas de la dignité. C est un fardeau supplémentaire qui ralentit chaque décision. Bernadette était là parce que je l'avais appelée. Maître Fontaine était là parce que nous avions demandé.
Rien de ce qui a pu être fait ensuite n'aurait été possible si nous étions restés seuls dans cet appartement à attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Dites-moi, dans les commentaires, si vous avez déjà eu une personne comme Bernadette dans votre vie. Quelqu'un qui répond avant même que vous ayez fini de demander. Et si vous n'avez pas encore laissé un JM sur cette vidéo, c'est le moment. Cela m'aide à savoir que cette histoire compte pour quelqu'un. À 9 heures, nous étions dans le bureau de Maître Fontaine. Camille, Bernadette et moi. 3 femmes autour d'une table avec une chemise cartonnée et une clé USB. Maître Fontaine avait préparé ses notes avec soin. Elle nous a expliqué, avec cette clarté directe que J avait appréciée dès la première rencontre, ce qu'elle avait pu constater et ce qu'elle conseillait. Elle a parlé doucement, précisément, sans dramatiser et sans minimiser. Elle a dit que ce qui avait été filmé constituait des éléments sérieux concernant la violation de correspondances privées et la manipulation documentaire. Elle a dit que des éléments pouvaient être présentés. Elle a dit aussi, et était important, qu'elle ne pouvait pas promettre des résultats immédiats, que les processus prennent du temps, que Camille devrait être préparée à une période de transition difficile. Camille a dit qu'elle était prête. Je l'ai regardée dire ces mots. 37 ans, assise dans un cabinet d'ex-avocate, un matin de novembre, avec ses dossiers récupérés dans un sac de marché et 2 femmes de sa famille à côté d'elle. Et elle était prête. Cette femme qui avait mis du temps à comprendre que la constante dans toutes ces histoires n'était pas elle. Cette femme dont le rire rauque et direct avait disparu de ma cuisine pendant des semaines. Elle était prête. J est pensé que la préparation est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C est quelque chose qu'on construit, lentement, par petites étapes, souvent dans la douleur, souvent dans le doute, jusqu'au matin où on se retrouve assis dans un bureau à dire « je suis prête » avec une voix qui ne tremble pas. Maître Fontaine nous a expliqué le déroulement. Elle enverrait la mise en demeure dans la journée. Elle recommandait que Camille quitte l'appartement avant la remise de ce courrier pour plusieurs raisons pratiques qu'elle a détaillées avec soin. Elle a suggéré un hébergement temporaire chez un membre de la famille ou chez un ami de confiance, le temps que la situation soit stabilisée. Bernadette a dit, sans hésiter, « Elle vient avec moi à Brest ». Camille a regardé sa grand-tante, puis elle a hoché la tête. Nous sommes rentrés à l'appartement à 11 heures. Étienne était dans le salon avec son journal. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés. « Vous étiez sortis tôt », a-t-il dit. Bernadette voulait voir le port avant la marée, a répondu Bernadette avec ce calme tranquille qu'elle avait depuis toujours. Étienne a regardé Bernadette avec ce sourire poli qu'il réservait aux visiteurs. « Vous restez déjeuner ?»« Non, » a dit Bernadette. « Je repars cet après-midi. Camille M. accompagne quelques jours à Brest. Cela lui fera du bien de changer d'air. » Étienne a regardé Camille. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la colère. Quelque chose de plus difficile à lire. Un recalcul rapide, une évaluation. Puis le sourire est revenu. Bien sûr, un peu d'air marin, c'est ce qu'il te faut. Camille est allée faire sa valise. Je suis restée dans la cuisine avec Étienne. Il préparait du café. Joël entendait derrière moi la cafetière, le bruit des tasses. Je regardais par la fenêtre haute le ciel gris de novembre et la ligne des toits mouillés. J'y essayais de ne rien laisser passer sur mon visage. Il a posé une tasse de café devant moi sans rien dire. J'y ai dit merci. Nous avons attendu que Camille ait fini sa valise en buvant notre café en silence. Ce silence-là était différent de tous les silences que nous avions partagés avant. Était un silence qui savait quelque chose. 2 silences, en réalité, qui savaient des choses différentes. Quand Camille est sortie avec sa valise, Étienne S. est levé pour elle aider. Elle a dit que était léger, qu'elle pouvait le porter. Il a insisté avec ce geste automatique de gentleman. Elle a dit « non, merci », une voix parfaitement polie et parfaitement ferme. Je me suis souvenu de ce que Maître Fontaine avait dit. Une personne qui agit de manière organisée depuis longtemps peut réagir à une confrontation de façon organisée également. Je n'allais pas confronter. Pas encore. Pas seule. Nous avons accompagné Camille et Bernadette jusqu'à la voiture. Étienne a serré la main de Bernadette.
Il a embrassé Camille sur la joue. Elle a laissé ce geste sans le rendre, sans le rejeter. Juste sans le rendre. Quand la voiture a disparu au bout de la rue, Étienne a dit « C'est bien, elle avait besoin de partir un peu. » J ai regardé la rue vide. « Oui, » J ai dit, et je suis rentré dans l'appartement, seul avec lui pour la première fois depuis des semaines, dans cet appartement dont les fenêtres grinçaient quand le vent changeait de direction, avec la caméra encore sur l'étagère dans la chambre de Camille, avec le tiroir du haut de la commode vide maintenant, les dossiers partis dans le coffre de la voiture de Bernadette, avec toutes ces années de petite gentillesse parfaitement placées qui formaient maintenant, dans ma mémoire, une image que je ne pouvais plus défaire. Étienne S. est réinstallé dans le salon avec son journal. Je suis allé dans la chambre de Camille. J ai regardé la pièce, le lit fait soigneusement. Le bassin de pierre dans la cour en bas, encore plein de eau de pluie. Les étagères vides là où les livres avaient été. La caméra toujours sur son étagère, ce petit bouton blanc presque invisible. J ai pensé à la façon dont nous installons des certitudes dans nos vies comme on dispose des meubles dans une pièce. On ne les interroge plus parce qu'ils sont là depuis longtemps. On les contourne, on vit autour d'eux, on adapte à leur présence jusqu'à ne plus les voir vraiment. Et parfois, il faut une lumière différente, un angle différent, ou une petite caméra sur une étagère, pour voir enfin ce que la familiarité avait appris à nos yeux à ne pas regarder. J ai pris la caméra. Je ai posé dans la poche de mon gilet. Puis je suis allé dans la cuisine, J ai pris les clés de appartement sur le crochet près de la porte, et je les ai posées sur la table. Pas violemment, pas avec un geste dramatique. Simplement posées là, sur la toile cirée à carreaux bleus que J avais achetée dans un marché de printemps il y a combien d'années? Je ne savais plus. Les clés faisaient un petit bruit métallique sur la toile. À côté des clés, J ai posé la caméra. Je suis sorti dans le couloir. J ai mis mon manteau. J ai pris mon sac. Étienne a appelé depuis le salon. « Tu sors ?»« Oui. »« Tu reviens pour le déjeuner. » Ce N n'était pas une question. C'était l'habitude de 43 ans qui parlait. L'habitude de quelqu'un qui croit que les choses continuent de la même façon parce qu'elles ont toujours été de la même façon. J ai dit « Je ne sais pas » et J ai fermé la porte derrière moi. Sur le palier, air sentait la pierre ancienne et humidité de mer. J est descendu escalier lentement en tenant la rampe des deux mains. Au rez-de-chaussée, la porte des entrées de immeuble était entrebâillée et laissait entrer un filet de vent froid. J ai poussé cette porte et je suis sorti dans la rue. Je veux arrêter ici une dernière fois avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, parce que c'est quelque chose que je veux que vous gardiez. Poser une clé sur une table N est pas un geste de vengeance. Ce N est pas un geste de victoire. C est un geste de clarté. C est le geste de quelqu'un qui a décidé que la paix vraie vaut plus que la paix fausse. Que la vérité, même quand elle coûte presque tout, laisse debout. Que les maisons ne sont pas des murs et des fenêtres. Les maisons sont des endroits où les gens se sentent en sécurité. Et quand cela n'est plus vrai, on a le droit, à 78 ans comme à tout autre âge, de chercher sa sécurité ailleurs. Si cette phrase vous rejoint quelque part, laissez un JM. Dites-moi dès où vous regardez. Dites-moi quelle heure il est chez vous. Et revenez demain parce que cette histoire N est pas encore tout à fait terminée. La rue était calme. Un chat roux dormait sur le capot d'une voiture garée. Une voisine descendait avec ses sacs de courses en saluant de loin. Le vent portait l'odeur du large, cette odeur que je respirais depuis des années par les fenêtres hautes de notre appartement et qui me semblait, ce matin-là, différente. Pas plus forte, juste plus réelle. J ai marché jusqu'à la fin de la rue. Puis J ai sorti mon téléphone et J ai appelé Bernadette. Elle a répondu à la première sonnerie. « Je suis sortie », J ai dit. « Je sais », elle a répondu. « Je attendais ». Le temps passe différemment quand on a posé une clé sur une table. Les premières semaines après ce matin-là, je les ai vécues chez Bernadette à Brest, dans sa maison au bout d'une rue calme, avec un jardin derrière et une haie de Troène qui gardèrent le vent. La maison de Bernadette sentait le savon de Marseille et le café fort et quelque chose de indéfinissable qui ressemblait à de ordre choisi plutôt qu'à de ordre imposé.
Il y avait des livres partout, des plantes sur chaque rebord de fenêtre, un chat vieux et indifférent qui dormait sur le fauteuil du salon comme si la maison lui appartenait, ce qui était peut-être vrai. Camille avait la chambre du fond, celle qui donnait sur le jardin. Moi, J avait la petite chambre du premier étage, avec un lit étroit et une couverture de laine que Bernadette avait achetée dans une foire artisanale il y a longtemps et qui était douce comme quelque chose qu'on avait fabriqué avec intention. Je dormais mieux que je n'avais dormi depuis des années. Ce N est pas quelque chose que J avait prévu. On ne planifie pas de mieux dormir quand sa vie se défait. On attend au contraire à des nuits d'insomnie, de questions, de regrets qui tournent dans le noir. Il y a eu cela, oui. Les premières nuits, je me réveillais à 3 heures, avec le cœur lourd et la tête pleine de scènes que je relisais compulsivement, cherchant les moments où j'aurais pu voir, où j'aurais dû entendre, où j'aurais pu protéger ma fille plus tôt. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait ce silence de la chambre de Bernadette, un silence différent du silence de l'appartement de Saint-Malo. Un silence qui n'avait rien à cacher. C'est, et cela que je haine, avait pas su nommer pendant des décennies. La différence entre un silence de maison où tout est en ordre et un silence de maison où quelque chose est gardé dans l'ombre. Ces deux silences se ressemblent. Ils remplissent les pièces de la même façon. Mais un repose et l'autre, sans qu'on sache exactement pourquoi, finit par épuiser. Camille S. est réveillée un matin de décembre, environ 3 semaines après notre arrivée chez Bernadette, et elle a ri. Ce N était pas un grand rire. C était un rire court, spontané, provoqué par quelque chose que le chat avait fait en tombant du rebord de la fenêtre, en essayant d'attraper une feuille morte. Un rire de quelques secondes, le genre de rire qu'on ne choisit pas. Puis, elle s'est retournée vers moi avec cet air légèrement surpris de quelqu'un qui vient de s'entendre faire quelque chose qu'il avait oublié être capable de faire. J ait reconnu ce rire. C était son rire rauque et direct, celui que J avait connu depuis qu'elle était petite, celui qui remplissait les cuisines et qui s'arrêtait sans prévenir, laissant la pièce plus lumineuse qu'avant. Je haine et rien dit. Je haine et pas fait de commentaires sur ce rire. Je haine et pas dit, tu vois, tu vas mieux. Je haine et pas dit, il était temps. Je haine et pas dit, je suis soulagée. J est juste souri vers ma tasse de café. Parce que certaines guérisons sont assez fragiles pour qu'un seul commentaire les embarrasse. Et parce que parfois, la meilleure chose qu'une mère puisse faire, c'est de laisser sa fille exister sans l'observer. Maître Fontaine avait géré les étapes avec cette précision calme qui la caractérisait. Il y avait eu des échanges de courriers, des délais respectés, des documents présentés, des réponses reçues. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce processus parce que les processus légaux sont longs, complexes et souvent décevants dans leur lenteur. Et ce N n'est pas le cœur de ce que je veux vous raconter. Ce que je veux vous dire, c'est que les choses ont avancé. Pas aussi vite que l'émotion, elle, aurait voulu. Pas avec la clarté absolue que les films nous promettent. Mais avec cette progression réelle et tangible qui ressemble à ce que les choses difficiles ressemblent vraiment quand on les traverse honnêtement. Étienne avait répondu par L, intermédiaire D, un avocat qu'il avait lui-même contacté rapidement. Les échanges entre avocats avaient commencé. Il y avait eu une réunion à laquelle je n'avais pas assisté directement. Une réunion où les éléments documentés avaient été présentés et où certaines choses avaient été reconnues. Pas entièrement, pas simplement, mais reconnues quand même, dans ce langage de biais que les gens utilisent quand ils ne peuvent plus nier, mais ne veulent pas encore admettre. Je ne cherchais pas une confession dramatique. Je attendais pas qu'Étienne S. effondre et demande pardon en pleurant. Les gens qui agissent de manière organisée pendant longtemps ne s'effondrent pas comme dans les films. Ils recalculent. Ils ajustent. Ils trouvent une nouvelle version des événements qui leur permet de continuer à se regarder dans le miroir. C est humainement compréhensible, même quand C est profondément douloureux à observer. Ce que je voulais, C était quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à la fois. Je voulais que Camille puisse vivre sans se demander pourquoi ces lettres mettèrent du temps à lui parvenir, sans chercher des pages dans des dossiers qui n'étaient plus là où elle les avait laissés, sans essayer de comprendre pourquoi des amis S éloignaient sans raison apparente, sans se dire que peut-être elle était la constante dans toutes ces histoires.
Je voulais qu'elle puisse poser quelque chose quelque part et le retrouver au même endroit le lendemain matin. C est une chose très petite. Et C est une chose immense. Merci d'être encore avec moi. Je sais que cette histoire a pris du temps. Elle en a pris aussi pour nous la vivre. Si vous avez écouté jusqu'ici, je veux que vous sachiez que vous avez donné à cette vieille femme quelque chose de précieux. Vous avez témoigné. Dites-moi dans les commentaires D où vous regardez ce soir. Quelle ville, quelle région, quelle heure? Et si cette histoire vous a touché quelque part, laissez un JM. Abonnez-vous si vous voulez revenir demain, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour dans ce petit espace qui nous appartient à tous. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Pierrick est venu à Brest un samedi de janvier. Mon fils avait 42 ans, et ce regard que les enfants adultes ont parfois, ce regard qui cherche à évaluer si leur mère est forte ou fragile avant de savoir comment se comporter. Joël est vu évaluer depuis le seuil de la porte de Bernadette. J est vu le calcul rapide dans ses yeux, la façon dont il me scrutait pour décider quelle version de lui-même présenter. Je lui ai dit D entrer et de S asseoir. Je lui ai raconté ce que J avait à raconter. Pas tout d'un coup, pas avec des larmes et des accusations, avec les mots simples et ordonnés que G avait eu le temps de préparer. Les semaines chez Bernadette M avaient donné cela, entre autres choses. Le temps de trouver les mots qui décrivent la réalité sans elle amplifier et sans la réduire. Pierrick a écouté. Il a posé des questions. Certaines questions étaient défensives. Les questions D, un fils, qui ne veut pas que L, image D, un père, soit démolie. Je les ai entendues sans me défendre contre elle. Parce que sa résistance était normale. Parce que remettre en question 42 ans de image paternelle demande du temps et de l'espace, et qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à voir en une seule conversation ce qu'on a soi-même mis des semaines à voir avec des preuves sur un écran. J est juste dit « Je ne te demande pas de juger, je te demande d'écouter ». Il a regardé Camille. Elle lui a dit, de cette voix calme qu'elle avait acquise au fil des semaines, « Je ne t'en veux pas de ne pas avoir vu, je n'ai moi-même pas vu pendant longtemps ». Pierrick est reparti ce soir-là sans avoir tout résolu. Mais il est reparti différemment de comment il était arrivé. Il y avait quelque chose de légèrement déposé dans ses épaules, la façon dont les épaules changent quand on a arrêté de tenir une certitude très forte et très lourde. Il a rappelé 3 jours plus tard. Il n'a pas dit grand-chose. Il a dit « Maman, comment tu vas ?» Et C était assez pour ce moment-là. Je veux arrêter ici pour vous dire quelque chose sur les familles. Parce que C est une chose que J ai apprise dans cette période et que je ne veux pas perdre dans les détails de L histoire. Les familles ne se réparent pas comme des objets cassés. On ne ramasse pas les morceaux, on ne les recolle pas, on ne repose pas la chose sur l'étagère comme si elle n'avait jamais été brisée. Les familles se reconfigurent. Certaines relations deviennent plus solides parce qu'elles ont survécu à une vérité difficile. Des autres S abîment parce qu'elles étaient déjà fragiles et que la vérité a simplement montré ce qui était déjà là. Ce N n'est pas une tragédie. C est une réalité. Et accepter cette réalité sans chercher à tout forcer vers une réconciliation parfaite et immédiate, C est peut-être la chose la plus mature qu'une famille puisse faire. Le printemps est arrivé sans que je l'aie vraiment attendu. Il arrive toujours comme ça, le printemps breton. Pas avec éclat, avec insistance. Un matin, les troènes du jardin de Bernadette avaient de petites feuilles vertes. Un autre matin, les moineaux étaient revenus sur le rebord de la fenêtre de cuisine. Un autre matin, Camille est sortie dans le jardin avec un bol de café et elle est restée là debout dans la lumière fraîche pendant un long moment, les yeux fermés, le visage légèrement levé. Je la regardais par la fenêtre. Elle avait l'air de quelqu'un qui apprend à nouveau à tenir sa propre place dans le monde. Elle avait commencé à travailler de nouveau, pas à grande échelle, pas avec des projets ambitieux. Elle avait demandé à Bernadette si elle pouvait utiliser un coin de la cave pour installer une petite surface de travail, et Bernadette avait dit bien sûr avec ce ton de quelqu'un pour qui la question était évidente. Camille avait apporté quelques outils, de l'argile, des bols à trempe. Elle travaillait le matin, 2 ou 3 heures, et remontait avec des mains tachées de terre et cet air concentré et tranquille des personnes qui ont retrouvé quelque chose qu'elles avaient mis de côté. Un soir, elle a apporté un petit bol. Pas grand,
pas parfait, avec une légère asymétrie sur le bord gauche et une glaçure vert grisé qui rappelait la couleur de la mer de Saint-Malo par temps couvert. Elle a posé dans mes mains sans rien dire. Je l'ai tenu dans mes paumes un moment. Il était léger et légèrement irrégulier et tout à fait réel. « Il est beau !» j'y ai dit. Elle a souri. « Il est honnête !» elle a corrigé doucement. J'y ai compris ce qu'elle voulait dire. Un objet honnête, C est un objet qui ne prétend pas être ce qu'il n'est pas, qui porte les marques de la main qui l'a fait, qui efface pas ses imperfections pour paraître parfait à distance. Ce petit bol est devenu, dans mes mains ce soir-là, quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, une chose honnête à tenir. Je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre de ma chambre chez Bernadette, là où la lumière du matin arrivait en premier. Et chaque matin, en approchant de la fenêtre, je le voyais, avec sa légère asymétrie et sa glaçure vert grisé, et je pensais que C était ainsi que les choses se reconstruisent. Pas en redevenant ce qu'elles étaient, en devenant quelque chose d'autre qui porte en soi les traces de ce qu'on a traversé. Avant de vous dire ce que je veux vous laisser à la fin de cette histoire, j'y ai besoin de vous remercier vraiment. Pas une politesse. Un vrai merci. Parce que vous avez écouté pendant tout ce temps. Parce que vous êtes restés. Parce que quelque chose dans cette histoire vous a gardé là. Et je ne prends pas cela à la légère. Si vous avez été touché par elle, histoire de Camille et de sa mère, laissez un JM pour que je sache que ces histoires comptent pour vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que chaque jour, il y a une nouvelle histoire racontée avec le même soin que celle-ci. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que elles ont peut-être cru, que elles ont peut-être protégé, que elles on peut recommencer. Dites-moi dans les commentaires où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque commentaire comme une lettre. Je les lis tous. Maintenant, je veux vous parler de ce que j'y ai appris. Pas sous forme de leçon. Pas comme un cours. Comme une femme de 78 ans qui a vécu assez longtemps pour avoir eu le temps de se tromper et le temps de comprendre qu'elle s'était trompée. J'y ai appris que la gentillesse visible est pas la même chose que la bonté. La gentillesse visible est ce que les autres voient. La bonté est ce qu'on fait quand personne ne regarde. Et quand une personne réserve toute sa bonté au moment où elle est observée, cela mérite d'être regardé de près. Pas avec accusation, avec attention. J'y ai appris que croire quelqu'un que on aime est un acte actif. Ce est pas juste hocher la tête. Ce est pas juste dire « je comprends ». C'est et poser ses certitudes sur la table, se lever et aller voir par soi-même. C'est est accepter que la réponse qu'on trouvera en allant voir pourrait changer des choses qu'on préférerait ne pas changer. Et le faire quand même parce que la personne devant vous compte plus que le confort de ce qu'on croyait savoir. J'y ai appris que les schémas parlent plus clairement que les incidents isolés. Un incident peut expliquer. 2 incidents peuvent coïncider. Mais quand les lettres arrivent mal transmises et que les amitiés effritent sans raison claire et que les documents ne sont plus là où on les a laissés et que les invitations disparaissent et que les contrats semblent avoir changé, il n'y a plus de coïncidence. Il y a un schéma. Et un schéma demande d'être regardé différemment, non plus comme une accumulation de malchance, mais comme une réalité qui a une source. J'y ai appris que documenter est pas espionner. Écrire ce qu'on observe, noter les dates, garder les versions, comparer les documents, c'est et simplement prendre soin de la vérité. Dans les situations où la vérité est activement brouillée, documenter devient une forme de protection. Ce est pas de la paranoïa. C'est et de la prudence. Et la prudence exercée avec soin, sans hystérie, sans accusation précipitée, peut être la chose la plus utile qu'une personne inquiète puisse faire en attendant de comprendre. J'y ai appris que demander de l'aide est pas une défaite. C'est est la chose la plus difficile et la plus courageuse que on puisse faire quand on a été éduqué à résoudre ses problèmes seul, à ne pas déranger, à ne pas laver son linge sale en dehors de la maison. Les familles françaises de ma génération ont souvent ce réflexe de refermer les portes, de dire que cela nous regarde, de croire que chercher de l'aide est une honte ou une faiblesse.
Ce réflexe M a coûté des semaines pendant lesquelles Camille aurait pu être soutenue plus tôt. Ce réflexe nous isole précisément au moment où l'isolement est le plus dangereux. J ai appris que l'âge ne doit pas faire taire. On m'a dit, à 78 ans, que J exagérait peut-être. Qu'à mon âge, on peut confondre les choses, qu'il ne fallait pas s'emballer. Ce sont des phrases qu'on dit aux personnes âgées pour les décourager de parler. Pas toujours avec mauvaise intention. Parfois par paresse de vouloir entendre quelque chose de difficile. Mais la mémoire une femme de 78 ans qui a élevé des enfants, tenu une maison, traversé des deuils, géré des crises et observé la nature humaine pendant des décennies, vaut quelque chose. Elle vaut même beaucoup. Et si quelqu'un vous dit que vous exagérez parce que vous avez l'âge que vous avez, posez cette question simplement. Est-ce que mes observations sont fausses ou est-ce que vous préférez qu'elles le soient? J ai appris que l'amour sans écoute devient une cage. On peut aimer quelqu'un profondément, sincèrement, à chaque repas préparé et à chaque valise portée, et ne jamais vraiment l'écouter. L'amour sans écoute dit « Tu es fatiguée, ma fille », quand il faudrait dire « Dis-moi ce que tu vois ». L'amour sans écoute dit « Tu exagères » quand il faudrait dire « Je te crois ». L'amour sans écoute pense qu'il protège la paix de la maison alors qu'il protège seulement l'inconfort de celui qui écoute à moitié. La vraie écoute coûte quelque chose. Elle demande qu'on mette de côté sa propre tranquillité pour vraiment tenir la réalité de l'autre dans ses mains. C'est difficile. C'est nécessaire. C'est la forme la plus profonde de l'amour que je connaisse. J ai appris que les objets peuvent être des témoins quand les mots ne suffisent plus. Une caméra sur une étagère, un bol de céramique vert grisé, une clé posée sur une toile cirée. Ce sont des choses silencieuses qui, au bon moment, dans les bonnes mains, disent ce que les mots N n'arrivaient pas à dire. Je pense à cela chaque fois que je vois quelqu'un montrer une photo, garder un message, noter une date. Ce ne sont pas des gestes de méfiance. Ce sont des gestes de quelqu'un qui sait que la vérité a parfois besoin d'un support pour exister dans une pièce où elle n'est pas encore bienvenue. Et J ai appris, peut-être plus important que tout le reste, que commencer à reconstruire ne demande pas que les ruines soient entièrement déblayées. Camille a ri en décembre avant que tout soit réglé. Elle a fait de la céramique en mars avant que tout soit terminé. Elle a mangé, dormi, marché, souri, avant que chaque détail ait été résolu. La reconstruction ne commence pas après la fin du problème. Elle commence au premier matin où on décide de faire quand même quelque chose de ses mains. Je vis toujours à Brest maintenant, pas encore à Saint-Malo. Peut-être un jour, peut-être pas. Il y a des décisions qui ne se prennent pas dans la douleur et qui n'ont pas besoin d'être prises dans l'urgence. J est la chambre étroite avec la couverture de laine. J est le chat indifférent qui daigne parfois s'asseoir sur mes pieds tôt le soir. J est Bernadette qui boit son café trop fort et qui me dit des vérités sans me les envelopper dans du coton. Et J est le petit bol vert grisé sur le rebord de ma fenêtre. Chaque matin, il est là, légèrement asymétrique sur le bord gauche, tout à fait honnête. Et quand la lumière du matin arrive sur lui et fait apparaître cette glaçure qui ressemble à la couleur de la mer par temps couvert, je pense à ma fille dans la cave de Bernadette, avec de l'argile dans les mains, qui apprenait de nouveau à donner de la forme à quelque chose. Et je pense que c'est ainsi que les choses les plus importantes arrivent. Non pas en un grand geste de réparation parfaite, mais en une main qui reprend un outil, en une porte entr'ouverte le matin, en un rire court et rauque devant un chat maladroit, en 2 mots dits dans le noir à 5 heures du matin. Je te crois. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez donné à cette vieille femme le cadeau le plus précieux qu'on puisse donner à quelqu'un qui raconte. Vous avez écouté, vraiment, jusqu'au bout. Et cela compte. Laissez un JM si cette histoire vous a donné quelque chose à réfléchir. Abonnez-vous si vous voulez vous asseoir avec moi demain, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour et que chacune porte une leçon que la vie a pris du temps à apprendre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de entendre que on peut être cru, que on peut être protégé, que on peut recommencer même quand on pensait que était trop tard.
Et si vous avez vraiment écouté, écrivez le mot honnête dans les commentaires. Pas parce que la vie est simple, mais parce que l'honnêteté commence quand quelqu'un décide enfin de voir avant D expliquer. Dites-moi D où vous regardez ce soir. Quelle ville? Quelle région? Le matin, l'après-midi ou le milieu de la nuit? De mon cœur au vôtre, prenez soin des gens qui vous font confiance et laissez-les vous montrer ce qu'ils voient avant de leur dire qu'ils exagèrent.